Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois Madame Annick Odile Petit-Zago, présidente d'un jeune parti politique, Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous êtes juriste de formation et chef d'entreprise. Par 2 fois, vous avez été candidate malheureuse à la députation dans la commune d'Atekoubé en 2011 et en 2016. Et toutes les fois, vous auriez souffert de ce que vous appelez un machisme ambiant. Alors dites-nous. Le machisme ambiant, c'est... Pendant cette élection de 2016 surtout, j'étais la seule femme candidate tête de liste. Autour de moi, j'avais que des adversaires, des hommes. Et pendant la campagne, plusieurs fois, j'ai été régulièrement prise pour cible. Notamment mes affiches qui étaient sur les panneaux publicitaires en hauteur ont maintes et maintes fois été arrachées. J'ai même été plusieurs fois attaquée par des gardes rapprochés de certains candidats. Mais c'était en 2016. Et je ne me plains pas parce que ce sont les élections, c'est un combat. C'était juste de l'intimidation. Oui, ça fait partie vraiment de l'élection, intimider l'adversaire, mais je pense qu'il y a eu un peu une exagération. Quand vous voyez des affiches qui sont en hauteur sur les panneaux publicitaires, tout le temps déchirées, vous vous dites que vraiment c'est prémédité. Vous vous interrogez. Mais nous sommes allés au combat et moi je suis pour le leadership politique des femmes. C'est quoi le leadership politique des femmes? C'est tout simplement accepter que des femmes soient à des postes de décision. Les femmes sont déjà ont de belles carrières professionnelles, mais on se rend compte que, en ce qui concerne tout ce qui est pouvoir politique, c'est un peu la chasse gardée des hommes. Donc, je milite vraiment pour que les populations fassent confiance au leadership des femmes. Nous pensons que maintenant, les femmes peuvent prendre la destinée de ce pays, conduire le navire ivoire. Mais pour cela, il ne suffit pas de le décréter. Nous devons travailler et beaucoup le font, beaucoup font un travail formidable. Dans les régions, ce sont de grandes leaders, ce sont des femmes de terrain, de femmes de conviction, des femmes qui ont des projets. Maintenant, il faut qu'elles deviennent présidentes de la République. Oui, mais avec l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, en 2016, il y a eu ces slogans-là. À chaque campagne électorale, même, il y a toujours les slogans « Votez les femmes »,« Prenez les femmes »,« Le pouvoir aux femmes ». Mais après, on a l'impression que ça accouche d'une souris. Donc, il faut que l'État ne se contente plus de slogans et de formation, parce que les femmes candidates aux différentes élections sont régulièrement formées, mais il faut que l'État aussi prenne des mesures d'accompagnement. Je parle de financement des campagnes des femmes. Il faut que l'État mette sur pied un fonds pour financer les campagnes, les frais de campagne des candidates. Oui, mais pourquoi est-ce que vous souhaiteriez que ce ne soit que des frais de campagne des femmes que l'État finance? Les hommes aussi en ont droit, non? Oui, bon, vous savez que les hommes ont une surface financière un peu plus large que les femmes. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est vrai, mais dans la grande majorité, les femmes en politique souffrent de cette faiblesse. Le manque de moyens financiers, comme les autres pesanteurs socio-culturels qu'on pourrait rencontrer. Mais je profite de ce temps de passage à votre émission pour interpeller l'État sur cette loi sur la parité. Nous l'attendons. J'allais vous demander, cela. Vous attendez cette loi sur la parité. Est-ce que ça suffirait à régler tous ces problèmes que vous évoquez là? Déjà, ce serait un grand pas. Je pense que la Côte d'Ivoire a la traîne quand on voit des pays comme le Sénégal ou comme le Rwanda, où les femmes participent activement à la vie politique. Voyez notre Assemblée nationale. La dernière élection de décembre 2016, sur 254 sièges, nous n'avons que 29 sièges occupés par des femmes. C'est-à-dire 29 femmes parlementaires. C'est quand même scandaleux, 29 femmes parlementaires. Mais il faut aussi que les femmes elles-mêmes s'engagent plus en politique pour faire valoir ce droit-là. Moi, les femmes veulent s'engager. Moi, j'ai suivi des formations pour les femmes candidates et j'ai échangé avec beaucoup de candidates femmes. Elles me disaient régulièrement qu'il y a toujours ce problème de manque de moyens.
Ça ne veut pas dire qu'on va à une élection sans rien. Il y a aussi le ça, machisme. C'est clair. Il y a les moyens, il y a aussi le machisme. Le machisme aussi qui perdure au sein des partis politiques. Parce que moi, il y a des femmes qui m'ont confié qu'elles souhaiteraient être candidates pour leur parti, mais elles sont conscientes que le choix va se faire au niveau des tontons du parti. Est-ce que vous attribuez vos 2 défaites électorales en 2011 et en 2016 au fait que vous avez surtout fait les frais de ce machisme dont on parle? Pas forcément, c'est un élément, mais je pense que ces 2 défaites, c'est un tout. Hein. On ne peut pas lier qu'au machisme. Moi, j'insiste sur le manque de moyens financiers des candidates qui vont compétir. L'État veut que les femmes se lèvent, mais l'État ne nous accompagne pas. Il y a le vote de cette loi sur la parité. Nous attendons un quota, mais nous attendons les sous. Le financement, on nous forme, mais on ne nous donne pas l'argent. Si on ne nous donne pas l'argent avant la campagne, au moins rembourser nos frais de campagne. C'est énorme une campagne. Et pourquoi spécifiquement pour les femmes? Je l'ai dit, je le redis, nous n'avons pas la surface financière énorme que les hommes ont. Vous allez créer comme cela une discrimination, mais bon... Positive peut-être, parce que nous savons que quand les femmes sont en politique, il y a la stabilité aussi qui règne. Hein. Alors, on vous appelle la Lionne Atchan, pourquoi? Je pense que c'est dû à mon parcours politique. Je me suis lancée en politique déjà sans parrain, qu'avec la force de mes convictions. Et sur le terrain de ma commune, à Tékoubé, j'ai 2 fois affronté ce qu'on appelle régulièrement en politique des dinosaures, des personnes qui avaient l'appareil politique derrière eux. Et c'est pour ça qu'on vous appelle la Lionne Atchan. Oui, parce que la lionne, moi je la considère comme véritablement le roi de la forêt en griffe, parce que c'est la lionne qui chasse. C'est la lionne qui se lève tous les jours pour aller chercher à manger, pour nourrir le lion et nourrir les lionceaux. Donc beaucoup se font appeler lions, mais à la vérité ce sont les lionnes qui tiennent les rênes dans la savane. Vous mettez en avant votre appartenance ethnique pour faire valoir vos idées, ce qui est tout à fait normal, mais... Ethniciser la démocratie, c'est pas la démocratie. C'est pas ce que nous faisons. Moi, je suis contre le tribalisme. Je suis contre le tribalisme. Donc, montrer mon ethnie, c'est déjà une fierté. Montrer également que, premièrement, dans la Côte d'Ivoire, tout le monde peut participer aux Jeux démocratiques. Vous savez qu'il y a très peu de femmes ébriées engagées en politique. Deuxièmement, c'est motiver mes sœurs à Tchan. Comme il n'y a pas assez de femmes djoula, bété en politique. Bon, moi je parle de mon ethnie. Donc, ouvrir la porte pour mes jeunes sœurs et mes sœurs à se lever également massivement. Il faut oser, il faut quitter les pesanteurs socio-culturelles, ne plus se mettre de barrières et oser aller au contact. Je pense que les femmes ont quelque chose à apporter à la nation ivoirienne dans le domaine politique. Alors, votre parti est-il déjà présent sur l'ensemble du territoire national ivoirien? Je précise que notre parti, qui est l'Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, est un tout jeune parti. Nous venons de célébrer les 1 an du parti au cours d'un meeting anniversaire à Tékoubé. C'était le 29 avril 2018. Et comme tout jeune parti, notre objectif, c'est de s'implanter sur tout le territoire. Et nous avons commencé à aller un peu partout. C'est un travail qui est fait, un travail d'implantation, d'installation de base et de section de représentants. Avant d'aller plus loin dans cette interview, je voudrais vous demander, alors, il existe déjà en Côte d'Ivoire une bonne centaine de partis politiques. Vous en créez encore un. Au même moment, les grands partis veulent aller au rassemblement, veulent aller à l'unité. Alors, pourquoi créer un parti, déjà qu'il y en a trop, on peut dire, qu'est-ce que vous allez apporter? Y en a-t-il trop, véritablement?
Je ne le crois pas. Je pense que pour une population de plus de 23 millions d'habitants, c'est toujours intéressant ce pluralisme, ce dynamisme, ces partis qui naissent. Je pense qu'il y a des Ivoiriens qui ont quelque chose, qui ont des visions, qui veulent apporter quelque chose à la nation. Moi, je pense que ça participe du jeu démocratique. Quant aux grands partis qui veulent se regrouper en un seul parti, bon, ça, c'est leur cuisine interne. Hein. Mais à côté des grands partis, il y a des petits partis satellitaires. Et puis, on commence petit et un jour, on devient grand. L'une de vos batailles, c'est ce qui est aujourd'hui, je dirais, la préoccupation des Ivoiriens, la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous allez proposer ou qu'est-ce que vous proposez quand on sait que sur ce terrain-là, presque rien n'a bougé, tout simplement parce que pas grand-chose n'a changé. Hélas, comme vous le dites, rien n'a bougé. Alors que la réconciliation nationale est toujours d'actualité. Bien sûr. Nous sommes encore poursuivis par les fantômes du passé. Il y a eu ce passé qu'on ne peut pas occulter, cette rébellion, cette guerre fratricide. Et il y a eu beaucoup de dommages, de morts. Il faut qu'on ait le courage de voir la vérité en face. Tout ce que nous devons faire, c'est pour les générations futures. Ouais. C'est pour les générations futures. Mais ça encore, ça reste dans l'ordre des discours. Moi, je demande concrètement, qu'est-ce que vous proposez de nouveau qu'on n'a pas encore entendu? Mais on ne peut pas proposer quelque chose... C'est clair et simple. La réconciliation nationale suppose déjà que toute la vérité soit dite, que rien ne soit caché. Deuxièmement, que toutes les responsabilités soient situées. Toutes les responsabilités soient situées, effectivement. Deuxièmement, cela suppose le pardon. Le pardon suppose la libération de tous les prisonniers politiques, le retour de tous les exilés. Et puis le pardon suppose également qu'il n'y ait plus de mandats d'arrêt internationaux contre certains exilés. Et puis la réconciliation aussi suppose que tout le monde puisse vraiment reconnaître ses torts. Reconnaître ses torts. Nous vivons actuellement, mais pensons à l'avenir de nos enfants. Alors, quelle place faites-vous aux victimes? Les victimes, elles ont besoin de cette réconciliation. Elles ont besoin de parler. L'orphelin actuel qui a vu son père tué pendant ces guerres, il a besoin de s'exprimer. Vous savez, nous ne les avons pas entendus véritablement, les victimes. Nous ne les avons pas entendus. L'Afrique du Sud a réussi. La réconciliation, la vérité. Le Rwanda aussi. Le Rwanda, mais pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Il y a un manque de volonté politique. Il y a un véritable manque. Nous voulons à nouveau une commission chargée de cette réconciliation, mais qui aura les coudées franches. Qui aura les coudées franches. Il faut encore créer une autre commission? Il ne faut pas se lasser. Parce que je vous assure, vous le savez très bien, nous allons à l'encontre des Ivoiriens. Les Ivoiriens se plaignent encore. Les Ivoiriens encore veulent cicatriser leurs plaies. Ce n'est pas du tout cicatrisé. Ils ont besoin de cette commission. Mais en laissant les coudées franches, il faut qu'on puisse vraiment savoir ce qui s'est passé, faire son mea culpa, pardonner et puis tourner la page. Vous êtes l'un des nouveaux visages de la politique ici. Alors, est-ce que vous dites que le renouvellement de la classe politique que vous appelez de tous vos voeux devrait être l'initiative de l'actuelle classe politique, ou ce sont les jeunes eux-mêmes qui devraient se battre pour arracher leur position? Nous appelons de tous nos voeux ce renouvellement de la classe politique. Nous disons que personne ne nous donnera les choses sur un plateau en or. Personne. Donc il faut se battre. Il faut se battre pour montrer qu'il y a une nouvelle génération de leaders politiques ivoiriens qui veulent prendre les destinées de ce beau pays, les commandes de ce beau pays. Et qu'est-ce qui prouve que cette nouvelle génération que vous appelez de vos voeux ferait mieux que la génération actuelle, je vais dire? Nous sommes la génération de l'ouverture sur le monde, plus que jamais. Nous sommes ouverts sur le monde, avec l'Internet, les réseaux sociaux. À notre époque, rien ne peut se cacher. Nous avons connu des régimes dictatoriaux. Nous avons connu le parti unique. C'est récent, l'histoire de notre pays. Beaucoup de choses pouvaient se faire sans que l'opinion internationale ne soit alertée.
Mais maintenant, avec la rapidité des réseaux sociaux, nous pouvons facilement alerter d'injustice sociale. Donc, notre génération est consciente de cette réalité. Par rapport à nos aînés, hein, qui souvent nous semblent un peu en décalage avec le fait que leurs actions, leurs attitudes puissent susciter quand même puissent choquer l'opinion internationale. Dans cette jeunesse, nous sommes conscients de cela. Nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs que nos aînés, qui nous ont conduits dans une faillite, que moi je dis faillite identitaire et morale. Toute dernière préoccupation, est-ce que votre parti participera aux prochaines élections locales? Si oui, souhaiteriez-vous que ce soit avec cette commission électorale indépendante? Parce qu'il y en a qui pensent que cette commission électorale indépendante ne fait pas forcément l'affaire de tout le monde. L'objectif premier d'un parti, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice de ce pouvoir. On ne fait pas un parti politique pour rester enfermé dans la chambre ou bien dans un salon pour des réunions. Donc nous participerons aux différentes échéances électorales. Nous ne pratiquerons jamais la politique de la chaise vide. Parce que pour se faire connaître, il faut être toujours en activité, en action. Maintenant, nous sommes d'accord avec tous les partis politiques qui veulent que cette commission électorale puisse cesser ses activités. Nous sommes d'accord parce que nous pensons qu'il y a quelque chose d'illégal. Vous savez que l'un des articles de la commission électorale dit que les commissaires centraux, la commission centrale est nommée par décret pris en Conseil des ministres pour 6 ans. Nous sommes à la 8e année et ils exercent encore. C'est illégal. Nous voyons également que l'un des acteurs également majeurs de cette crise ivoirienne est toujours le président de cette institution. Cela cristallise encore les tensions. Il y a des Ivoiriens qui refusent de rentrer, de s'intéresser aux différentes élections tant que cette commission électorale n'aurait pas changé. Pour eux, ils ne la trouvent pas indépendante. Alors, est-ce que vous irez malgré tout à ces élections-là si cette commission électorale n'était pas réformée? Nous sommes des hommes de bataille, de combat. Nous irons à ces différentes élections. Mais souhaitons vraiment que le pouvoir en place puisse discuter à nouveau avec les différents partis politiques. Je vous dis une seule chose à l'esprit pour nous en tant que parti politique. Pensons à l'avenir des jeunes générations. Et ça a été très bien entendu. Merci beaucoup. Merci Madame Annick Odile Petizago. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.